Michel Audin, vous êtes à l'origine chirurgien dans un hôpital public à Pithiviers. Et là, après avoir fait de nombreuses césariennes, vous vous êtes questionné sur l'environnement de l'accouchement, l'environnement de la femme enceinte. C'est donc à partir d'une expérience vécue que vous avez commencé vos questions et votre interrogation sur la naissance. Oui, c'est en effet en tant que chirurgien qui devait faire des césariennes, en tant que chirurgien surmené qui devait faire toute forme de chirurgie d'urgence, que je me suis intéressé aux effets de l'environnement sur le processus d'accouchement. Je me suis demandé quoi faire pour ne pas perturber la femme qui accouche, quoi faire pour ne pas perturber le premier contact entre la mère et son bébé, quoi faire pour ne pas perturber le début de l'allaitement. Et surtout, quels sont les facteurs d'environnement qui peuvent modifier tous ces processus. Mais alors, qu'entendez-vous par la méthode des mammifères à propos des hommes? Bien, écoutez, pour introduire le sujet, je crois que le plus simple, c'est de vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a été contée directement par la personne intéressée au cours d'un voyage aux États-Unis. C'est une petite fille qui grandissait dans une ferme du Dakota du Nord, dans un endroit très rural, près de Bismarck. Et lorsqu'elle avait 8 à 10 ans, son père lui avait donné un rôle, lui avait dit, lorsque les truies vont mettre au monde leurs petits cochons, ton rôle sera d'être à proximité et de savoir ce qui se passe. Mais il lui avait bien dit, fais en sorte que la truie ne se rende pas compte de ta présence. Fais en sorte que la truie ne te voie pas. Parce que si elle se sentait observée, l'accouchement serait bien plus difficile, serait bien plus dangereux. Et lorsque les bébés naîtront, vous savez qu'une truie donne naissance à 8, 10, 12 petits cochons, eh bien, si elle savait que tu es là et que tu observes, elle risquerait de se comporter d'une façon négative envers ses enfants, même d'être indifférente, voire même d'être agressive. Et pourtant, sans te montrer, tâche quand même de savoir ce qui se passe, parce que de temps en temps, la truie peut oublier un petit cochon, se reposer sur l'un d'eux, le mettre en danger, et quelquefois, il faut savoir sauver l'un d'eux. Ça coûte cher, un petit cochon, il faut savoir sauver l'un d'eux. Donc voilà, tâche de savoir ce qui se passe, mais ne te montre pas. La truie a besoin de ne pas se sentir observée. Eh bien, cette petite fille a grandi, est devenue une femme adulte, et il lui est arrivé d'avoir elle-même des enfants, et elle s'est trouvée dans un hôpital américain, sur une table, au milieu de gens en pleine lumière, au milieu de gens qui lui disaient de pousser, de ne plus pousser, de faire ceci, de faire cela. Et elle s'est dit à ce moment-là, mais ces gens n'ont rien compris à l'accouchement. Mon père en savait bien plus. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une militante pour un accouchement différent, pour la remise en cause complète de ce qui se passe dans notre monde. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une organisatrice de conférences aux États-Unis. C'est ainsi qu'elle m'a invité à parler au milieu de professionnels, au milieu d'accoucheurs, au milieu de médecins, pour essayer de leur montrer qu'il y avait un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas très bien, il y avait difficulté à comprendre. Voilà un petit peu comment je pourrais vous introduire le sujet. Eh bien, le sujet, lorsque je parle de méthode des mammifères, je veux insister sur le besoin d'intimité. Vous savez que toutes les femelles de mammifères, pour mettre au monde leur bébé, se cachent, s'isolent. Elles ont besoin d'intimité. S'il s'agit de mammifères actifs dans le jour, comme les chevaux par exemple, qui broutent dans le jour, ils accouchent la nuit. Si ce sont des mammifères actifs la nuit, comme les rats, ils accouchent dans le jour. Ou bien, s'ils vivent en troupeau, ils s'isolent du troupeau.
les mammifères les plus proches de nous, comme les primates, les singes, les guenons, eh bien, elles vont dans un petit coin de la forêt, elles s'isolent. Le besoin qu'ont tous les mammifères en commun au moment de l'accouchement, c'est de s'isoler, c'est de se cacher, c'est le besoin d'intimité. Alors, lorsque je parle de méthode de mammifère, en fait, ce que je veux faire, c'est insister sur ce besoin d'intimité, alors qu'habituellement, on en parle comme d'un vœu pieux, on dit oui l'intimité, mais sans réaliser ce que ça veut dire, sans réaliser que ça veut dire ce qu'on ressent lorsqu'on ne se sent pas observé, et en mettant en avant d'autres considérations qu'on considère comme plus importantes. Et en fait, lorsqu'il s'agit des accouchements humains, on parle beaucoup plus du besoin d'aide, du besoin d'assistance, du besoin d'accompagnement, comme si la femme par elle-même ne pouvait pas accoucher, comme si elle avait besoin de force extérieure. Et cela met toujours au second plan ce besoin d'intimité. Or, ce que j'ai appris au cours de ces 25 dernières années, c'est que nous sommes des mammifères. Ce que j'ai appris, c'est que, comme toutes les femelles des mammifères, lorsque la femme qui accouche a une sensation d'intimité, ne se sent pas observée, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. L'accouchement est beaucoup plus rapide. L'accouchement est beaucoup plus facile. Mais alors, pouvez-vous nous parler de ce qu'on pourrait appeler vraiment votre terrain d'étude? Ben, mon terrain d'étude, comme vous dites, en fait, il est double. D'une part, pendant très longtemps, j'étais à l'hôpital de Pithiviers. Je vous disais d'abord comme chirurgien, mais en fait, je me suis intéressé de plus en plus aux conditions de la naissance. Et dans ce contexte de l'hôpital, nous avons compris que la meilleure façon de rendre l'accouchement aussi facile que possible, la meilleure façon de ne pas perturber le premier contact entre la mère et son bébé, la meilleure façon de ne pas perturber le début de l'allaitement, en fait, c'était, si on voulait résumer, c'était d'amener la maison à l'hôpital. Eh bien, ça a été mon premier terrain d'étude, ce qu'on peut faire dans un hôpital. Et puis, plus récemment, depuis 1985, j'ai senti que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et lorsqu'on s'intéresse aux effets de l'environnement sur la naissance des bébés, à l'influence de l'environnement, il y a un moment où on a besoin de l'expérience de la naissance à la maison. Et depuis 1985, j'ai moi-même complètement changé l'environnement. On ne peut pas étudier les effets de l'environnement en étant toujours dans le même endroit, au milieu des mêmes gens, des mêmes murs, et de la même façon. Il faut soi-même changer l'environnement. Alors depuis 1985, j'ai complètement changé l'environnement. Je suis parti de la petite ville vers la grande ville. En effet, je suis maintenant à Londres. C'est vraiment, par rapport à Pithiviers, c'est l'opposé. La petite ville de Pithiviers et la grande ville de Londres sont vraiment les opposés. J'ai quitté l'hôpital pour m'occuper de naissance à domicile. Là aussi, c'est un changement complet d'environnement. J'ai même quitté le pays de langue française pour le pays de langue anglaise, une autre culture. Donc voilà mon second terrain d'observation. Et c'est ainsi que maintenant, je peux aboutir à un certain nombre de conclusions, essayer de remettre en cause bien des habitudes, bien des idées reçues. Mais alors justement, là, vous me faites poser une question vraiment très typée. Comment peut-on, à l'intérieur du milieu médical, du milieu hospitalier, tenir compte de ce besoin d'intimité de l'animal humain, mammifère? J'ai l'impression que c'est quasiment impossible. L'institution hôpital est en contradiction avec cette intimité. Bien, il est certain qu'il est difficile dans un hôpital d'assurer une impression d'intimité complète. Mais lorsqu'on a vraiment compris à quel point c'est important, et lorsqu'on a compris le sens du mot intimité, lorsqu'on a compris que c'est ce qu'on ressent lorsqu'on ne se sent pas observé, eh bien c'est un besoin qu'il est possible de prendre en compte, même dans un hôpital. Et si vous voulez, je vais vous résumer comment, dans un hôpital, il est possible de ménager autant que possible les conditions qui ne perturbent pas trop ce sens de l'intimité. Et alors là, ce que j'ai appris, et ce que je vais vous dire en résumé, c'est ce que j'ai appris d'une part à l'hôpital, mais c'est ce que j'ai appris, ça peut paraître paradoxal, avec la naissance à la maison. Et très souvent, c'est à l'occasion d'une naissance à la maison que j'ai réalisé, j'ai mieux compris ce qu'il y avait d'important dans ce qu'on avait fait à Pithiviers. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on a compris ce que veut dire le mot intimité,
eh bien, c'est-à-dire ce qu'on ressent lorsqu'on ne se sent pas observé, on redécouvre des choses que tout le monde sait, on a beaucoup plus facilement une impression d'intimité dans un lieu familier. C'est une chose évidente dans un lieu familier. C'est une chose que connaissent bien certains scientifiques d'ailleurs qui ont étudié l'accouchement chez les mammifères, chez les mammifères non humains. Par exemple, Niles Newton, qui est une scientifique de Chicago, qui a étudié l'accouchement chez les souris, un autre mammifère, qui a essayé de faire des expériences pour savoir quoi faire pour rendre l'accouchement plus long, plus difficile, plus dangereux. Elle fait des expériences. Elle essayait d'inhiber artificiellement l'accouchement. Elle a trouvé un truc absolument efficace pour rendre l'accouchement plus difficile, plus long et plus dangereux. Eh bien, c'est de mettre la femelle qui accouche dans un endroit qui ne lui est pas familier, où elle ne peut pas sentir ce qu'elle sent tous les jours, où elle ne peut pas voir ce qu'elle voit tous les jours. Eh bien, en fait, c'est une chose de bon sens, c'est une chose évidente, tout le monde sait ça. Eh bien, dans un hôpital, c'est une chose qu'on peut prendre en considération. Et le premier but, le premier objectif dans un hôpital, lorsqu'on a compris tout cela, c'est de se dire quoi faire pour que la femme enceinte se sente chez elle. Quoi faire pour que le jour où elle sera en travail, lorsqu'elle arrivera à l'hôpital, elle se sentira immédiatement dans un lieu familier. Quoi faire? C'est certainement la première préoccupation lorsqu'on a compris le sens du mot intimité et qu'on est dans un hôpital, qu'on est responsable d'un hôpital. Ça devrait devenir la première considération. Eh bien, il y a des petites règles toutes simples que j'ai apprises, que j'ai comprises à l'usage, faciles à comprendre en fait. Il est certain que pour se sentir à l'aise chez soi, dans un lieu comme un hôpital, il ne suffit pas d'y venir faire un tour de temps en temps, de faire une visite des lieux, de s'entendre dire ça c'est la salle de naissance, ça c'est la cuisine, ça c'est le bureau de la sage-femme. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, la règle générale, c'est venir dans ce lieu, y revenir encore pour faire quelque chose. Et la première chose à faire peut-être, si on a compris l'importance de la familiarité des lieux, c'est de trouver une occupation, une activité agréable, attrayante, que l'on peut proposer aux femmes enceintes. Et je vais vous donner un exemple du type d'activité qu'on a proposé, tout simple. Eh bien, on a installé un piano dans une grande salle, et puis on a invité les femmes enceintes à venir autour du piano et à chanter. Et alors, on a été surpris, mais dans une certaine mesure, tout ça, ça se passait dans les années 70, grâce à la collaboration de Marie-Louise Aucher, qui est une femme qui a passé sa vie à aider les femmes les humains, en les faisant chanter, et qui a acquis avec nous l'expérience des femmes enceintes. Eh bien, on a été surpris de voir à quel point ces groupes de chant étaient populaires, comme si le fait de ces groupes de chant même étaient une façon de satisfaire de nombreux besoins. Le besoin de rencontre, difficile à satisfaire dans notre monde, avec la petite société, la petite famille nucléaire. Le besoin même de chanter. On ne connaît pas de société où les gens n'aient jamais chanté. Mais dans notre monde, pour la première fois, ça arrive, parce qu'on écoute la radio, on écoute la musique, on écoute les chanteurs, mais bien des gens ne chantent jamais par eux-mêmes. Donc c'est perçu que c'était quelque chose d'attrayant. Et les femmes enceintes, parce qu'elles sont enceintes, on a l'impression qu'elles redécouvrent des besoins fondamentaux qu'on oublie un peu dans d'autres circonstances. Des femmes qui jamais ne pensaient à chanter dans leur vie courante, dès l'instant où elles sont enceintes, elles redécouvrent ces besoins fondamentaux. Eh bien, ces groupes de chant sont devenus populaires. Ça a été quelque chose d'extrêmement simple. Il suffisait d'un piano, des invités. Mais le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est que c'était une façon merveilleuse d'aider les femmes à se sentir chez elles, à se sentir dans un lieu familier, à partager des émotions avec d'autres, à y revenir. Lorsqu'on est venu dans un endroit pour y chanter, c'est pas la même chose que d'y venir pour discuter, pour venir pour une consultation. C'est aussi se trouver avec les sages-femmes, avec le médecin, partager des émotions avec d'autres. Et bien, voilà une façon de satisfaire cette question, quoi faire pour rendre le lieu plus familier. Et alors je crois que c'est la première